parler en ce moment. J'avais oublié d'enregistrer, voilà. À la suite de l'étude de 2012 sur près de 100 exploitations en Côte d'Or concernant les aides, les revenus des agriculteurs, la protection de l'environnement, l'agriculture compétitive et de qualité, ainsi que aussi sur les différents échanges qu'on a pu avoir avec notamment le commissaire européen à l'agriculture et sur des sujets divers, allant des aides, des marchés, des revenus, en passant par la santé des consommateurs comme des agriculteurs. Nous aborderons donc aujourd'hui l'aspect le plus important, je dirais, de la pyramide de Maslow lors de la reconstruction de l'Europe après-guerre, qui est celui de l'agriculture, donc sur le thème de l'avenir de la filière agroalimentaire française et européenne. Alors, on accueille pour cette occasion Céline Giner, analyste politique à l'OCDE, la direction des échanges et de l'agriculture, et aussi donc Arnold Puech-Dalissac, administrateur à la FNSEA, vice-président de l'Organisation mondiale des agriculteurs. Alors, merci beaucoup pour vos disponibilités, le contenu de cette conférence qui s'annonce passionnante par les Skype que j'ai reçus et puis les échanges qui vont pouvoir avoir lieu. Et donc, on abordera successivement donc, la réalité des échanges et puis les réalités françaises, notamment au sein de l'agriculture européenne. Donc, Céline Giner, vous êtes analyste des politiques au sein de la direction des échanges et de l'agriculture de l'OCDE. Vous avez participé à l'élaboration du rapport de l'OCDE sur Making Better Policies for Good Food Systems, qui est sorti récemment, en janvier 2021. Vous travaillez actuellement à la remédiation des lacunes informationnelles concernant les systèmes alimentaires ainsi que sur les politiques qui visent à encourager des pratiques alimentaires plus saines. Est-ce que vous pouvez me faire signe si tout le monde m'entend bien? Ça va, ok. Ensuite, donc Arnold Puech-Dalissac, fils d'agriculteur comme moi, mais à Biorel, producteur de volailles, de céréales, et vous élevez des bovins pour la viande aussi. Donc, président des jeunes agriculteurs de Seine-Maritime 93 et 97, administrateur national de CMJA. Ensuite, jusqu'en 2001, vous avez reçu la responsabilité des dossiers européens, puis la présidence du Conseil européen des jeunes agriculteurs, 99-2001. Vous avez ensuite été élu président de l'Union syndicale agricole de Seine-Maritime, jusqu'en 2017. Vous êtes premier vice-président de la Chambre d'agriculture depuis 2007, vice-président délégué de la Haute-Normandie à la Chambre régionale d'agriculture, président local, président de la FRSEA Normandie depuis 2003, également membre du bureau de la FNSEA en charge des questions internationales européennes, et vous présidez depuis 2017 la commission chaîne alimentaire. Et, en plus, donc depuis 2015, membre du comité économique et social européen, et également vice-président de l'Organisation mondiale des agriculteurs depuis 2020. Alors, j'introduirai quelques mots, sans essayer d'être trop long, sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur aussi, ayant moi-même mangé beaucoup de poussière lors des moissons quand la technologie n'était pas au niveau actuel, planté, arraché beaucoup de légumes, et avec le souvenir d'ailleurs, dommage, on n'a pas de distributeur aujourd'hui, d'un grossiste qui nous avait rapporté de l'argent après avoir vendu nos produits plus chers que prévu. Oui, ça se faisait, ça se fait peut-être encore d'ailleurs. Et j'ai eu plaisir à aller voir les vaches aussi, avec bonheur partagé, et en prendre soin. Nous aurions pu rajouter, je dirais au titre, à travers la nouvelle PAC 2021, ou plutôt désormais 2023, avec un possible effet de levier de la future présidence française, avec des objectifs si possible mesurables, accessibles, réalistes, réalisables, comme on dit dans coaching stratégique et opérationnel, à travers de nombreuses réalités visant, alors selon la Commission européenne, je cite, à favoriser un secteur agricole durable et compétitif, pouvant apporter une contribution significative au pacte vert pour l'Europe, en particulier en ce qui concerne la stratégie de la ferme à la table. Alors je rajouterais, pourquoi pas aussi de la ferme à la poubelle, à travers tout le cycle de vie. Et donc, et la stratégie en faveur de la biodiversité, donc à travers des propositions permettant, je cite encore, de garantir des conditions équitables et un avenir économique stable aux agriculteurs,
d'établir des ambitions plus élevées en matière d'environnement et d'action pour le climat, de maintenir l'agriculture au cœur de la société européenne à travers l'assurance d'un revenu équitable aux agriculteurs, l'accroissement de la compétitivité, le rééquilibrage des pouvoirs dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, je continue de citer, l'action contre le changement climatique, la protection de l'environnement, et c'est une approche globale, la préservation des paysages et de la biodiversité, le soutien au renouvellement des générations, la dynamisation des zones rurales, j'en ai bientôt fini, la garantie de la qualité des denrées alimentaires et la santé. Alors tout ça, si possible aussi des agriculteurs, hein, avec également un regard particulier sur le bien-être animal, le tout dans 2 fonds ou piliers, vous connaissez bien le Fonds européen de garantie agricole de 291 milliards, alloué donc au régime de soutien de revenus et au soutien du marché agricole, ainsi que le Fonds européen pour le développement rural, 95 milliards, dont une petite partie pour l'impact Covid, n'oublions pas. Surveillant notamment le positionnement des Chinois en Europe, c'est un objet de courrier du commissaire, et en Afrique, nous aurions pu aussi aborder ce sujet dans notre site géopolitique, finalement, traitant de l'interdépendance entre le positionnement géographique d'un État, d'un groupe d'États, des institutions, de son groupe d'appartenance, de ses voisins, de son continent et prochainement de l'espace, finalement, en relation avec tout ça, avec ses conséquences économiques, industrielles, climatiques, relationnelles, politiques, etc. Avec des réalités différentes si on possède de l'eau, du pétrole aussi, donc des terres, hein, des ressources d'énergie, un accès ou non à la mer pour envoyer aussi les productions, si on a plutôt un peuple des plaines, des montagnes, ou combien de voisins est-ce qu'on possède d'ailleurs. Alors enfin, on aurait pu traiter aussi ce sujet en lien avec notre cycle environnemental, donc climatique, dont les caractéristiques ne sont pas forcément toutes nouvelles, en posant la question, et si demain, finalement, une nouvelle catastrophe se produisait, comme en 1815, au moment où c'est le bicentenaire de la mort de Napoléon, mais en 1815, ou bien avant, entraînant une chute de production pour l'Europe, voire le monde, entraînant aussi un lien avec les assureurs, dont seuls, je rappellerai, 2 banques mutualistes ont joué pour l'instant la solidarité sur les éléments d'actifs envers les entreprises, mais aussi de l'accès accru pour les agriculteurs au marché organisé pour prémunir des variations ou y spéculer. Alors, dans cette approche globale, multidimensionnelle, interdépendante et systémique, il faudra peut-être penser autrement pour agir autrement. Je vais enfin vous laisser la parole, au-delà de certains éléments techniques que je garderai peut-être pour les questions. Voilà, je laisse la parole à Céline on va partager son intervention. Vous m'entendez? Vous me voyez? On vous entend, oui. Et vous voyez mes diapositives aussi? Oui, oui, oui. Très bien. Alors attendez, je vous aurai. Voilà. Très bien. Donc bonjour à tous. Je m'appelle Céline Giner. Je suis analyste des politiques à la direction des échanges et de l'agriculture de l'OCDE. Et je vous remercie d'abord pour votre introduction, François, et ensuite pour votre invitation à venir présenter les travaux de l'OCDE sur les systèmes alimentaires dans le cadre de cette conférence sur l'avenir de la filière agroalimentaire française et européenne. Je souhaite d'abord vous donner un petit peu d'informations sur l'OCDE. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent l'organisation, mais vous ne savez peut-être pas comment nous travaillons et ce que nous faisons. Donc, nous sommes plus de 3000 employés basés à Paris et la majorité sont des analystes des politiques comme moi. Nous travaillons sur des thématiques politiques qui sont liées aux aspects sociaux, économiques et environnementaux. Et nous travaillons sur des sujets comme l'évasion fiscale, l'éducation, l'aide au développement, mais bien entendu aussi l'alimentation et l'agriculture. Et nos missions visent à développer des politiques meilleures pour une vie meilleure. Donc nous cherchons à accomplir cette mission en travaillant sur 3 axes. D'abord, nous informons et conseillons. Donc nous cherchons à être une source unique et respectée de données et d'analyses. Ensuite, nous impliquons et nous influençons. Donc, nous permettons les échanges d'expériences entre les acteurs des politiques publiques.
Et enfin, nous développons des normes dans de nombreux sujets. Donc, le travail de l'OCDE porte sur les systèmes alimentaires. Nous n'utilisons cette terminologie que depuis très récemment, en fait, pour regrouper l'ensemble des thématiques liées à l'agriculture et à l'alimentation. Par exemple, chaque année, nous produisons les perspectives agricoles qui sont réalisées conjointement avec l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation, la FAO, et qui établissent des projections à l'horizon 2040 sur les marchés agricoles. Ensuite, nous avons un rapport annuel qui sort en juin de suivi et d'évaluation des politiques agricoles, qui suit les politiques agricoles dans 54 pays depuis maintenant plus de 30 ans. Et depuis l'année dernière, nous faisons un travail similaire sur les pêcheries. Nous réalisons des analyses thématiques, par exemple sur les thèmes de l'innovation et de la durabilité. Nous produisons des indicateurs agro-environnementaux et nous travaillons sur la résilience et la gestion des risques. Bien que la plupart de nos études soient liées directement au secteur agricole, donc aux côtés de la production agricole, de plus en plus, nous travaillons sur l'ensemble de la chaîne agroalimentaire. Par exemple, sur les thématiques liées à la nutrition et au fait d'encourager les consommateurs à modifier leur comportement alimentaire, sur les possibilités offertes par la technologie digitale pour développer des politiques innovantes, et enfin sur les aspects socio-économiques de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Aujourd'hui, je vais vous parler des conclusions de notre rapport Making Better Policies for Food Systems que nous avons publié au mois de janvier dernier et qui portait sur 3 questions principales. La première, c'est de comprendre la performance des systèmes alimentaires et les rôles des politiques publiques. Ensuite, nous savons que les systèmes alimentaires sont complexes et incluent des connexions entre l'agriculture, la nutrition et l'environnement. Étant donné cette complexité, comment peut-on développer des politiques cohérentes? Et enfin, nous nous intéressons aux obstacles rencontrés lorsque l'on cherche à développer de meilleures politiques pour les systèmes alimentaires. Et comment est-ce qu'on peut dépasser ces obstacles? Ces 3 questions, qui correspondent aux 3 chapitres de notre publication, sont en fait les 3 parties de ma présentation d'aujourd'hui. Donc, commençons tout d'abord par la performance des systèmes alimentaires. Les systèmes alimentaires doivent répondre à 3 préoccupations principales. Ils doivent permettre d'assurer la sécurité alimentaire d'une population en croissance. Ils doivent permettre d'assurer des moyens de subsistance pour des millions d'agriculteurs, de pêcheurs, mais aussi de personnes travaillant à différents niveaux au sein de la chaîne agroalimentaire. Et ils doivent prendre en compte la durabilité environnementale. De plus, il est nécessaire de permettre une résilience des systèmes alimentaires au travers de ces 3 dimensions. Donc, un premier message important est que la performance des systèmes alimentaires n'est ni vraiment noire, ni vraiment blanche, comme on pourrait parfois le penser. Certains ont dit que les systèmes alimentaires sont cassés, rien ne marche, rien ne va plus. Ce n'est pas tout à fait ça. En fait, il y a des réalisations importantes. On peut en particulier citer la résilience des systèmes alimentaires mondiaux dans la crise du Covid actuelle. Il y a aussi de graves lacunes. Un second message, c'est que de meilleures politiques publiques peuvent faire la différence. Beaucoup de travaux de l'OCDE ont déjà traité des sujets sur lesquels les politiques peuvent être améliorées. Donc, on va commencer à parler d'abord des réalisations des systèmes alimentaires. Entre 1960 et aujourd'hui, la population mondiale a plus que doublé. Et dans le même temps, la production alimentaire a presque quadruplé. C'est une performance remarquable et que personne n'avait en tête dans les années 60 ou 70. À cette époque, on s'inquiétait de la surpopulation et de la famine. Donc, le fait que les systèmes alimentaires aient réussi non seulement à répondre à la croissance de la population, mais aussi à proposer plus de nourriture pour chacun, doit être souligné. Bien entendu, de nombreux défis sont toujours présents en ce qui concerne la sécurité alimentaire et la nutrition. D'abord, la sous-alimentation est un phénomène persistant. Et même avant la crise du Covid-19, le nombre de personnes sous-alimentées était déjà en augmentation. Par ailleurs, certaines carences en micronutriments sont particulièrement développées dans certaines régions du monde.
En parallèle, depuis les années 60, de nouveaux problèmes de santé ont émergé, avec l'augmentation de la prévalence du surpoids et de l'obésité. Dans la plupart des pays européens, la part des personnes en surpoids ou obèses représente entre 50 et 60% de la population. Maintenant, concentrons-nous sur la durabilité environnementale. Les systèmes alimentaires ont des impacts importants sur un certain nombre de dimensions liées à l'environnement, qu'il s'agisse de l'utilisation des terres, de la déforestation, des atteintes à la biodiversité, de l'utilisation des eaux, de leur pollution et des émissions de gaz à effet de serre. Un point particulièrement important est le fait que la majorité de ces atteintes à l'environnement se déroulent lors de la phase de production agricole. Cette phase comprend aussi le changement d'affectation des sols pour un usage agricole. D'un point de vue historique, c'est d'ailleurs de la mise en surface agricole des terres que dérivait l'augmentation de la production agricole. Mais il y a eu une sorte de découplage depuis 1960. Ainsi, on a pu voir que la production alimentaire a quadruplé, alors que l'utilisation des terres n'a augmenté que de 10 à 15%. Alors, ça peut sembler relativement négligeable, hein, mais c'est quand même 2 fois la surface du Groenland. Donc, de fortes destructions environnementales ont eu lieu. Les systèmes alimentaires ont réussi à augmenter la production de nourriture par rapport à la mise en production des terres. Et si cela n'avait pas eu lieu, les conséquences auraient été sans doute beaucoup plus importantes en matière de déforestation. Maintenant, je voudrais vous présenter comment les systèmes alimentaires ont réussi à augmenter la production alimentaire par unité de terre. Il y a 2 façons principales d'augmenter la production alimentaire par unité de terre. Ça peut être d'abord en utilisant plus d'intrants, plus d'engrais, plus d'irrigation, plus de pesticides, plus de mécanisation. Et bien entendu, ça a conduit à des nouveaux problèmes environnementaux. La deuxième façon de le faire, c'est d'utiliser ces intrants de manière plus efficace. Donc, dans les années qui ont suivi les années 60, la croissance de la production agricole a été principalement liée à une plus grande utilisation des intrants. Mais ça a changé à partir des années 90. Au cours des dernières années, les gains d'efficacité ont été la source la plus importante de croissance de la production agricole au niveau mondial. C'est une bonne nouvelle pour l'environnement. Ces mêmes gains d'efficacité ont contribué à la diminution des prix alimentaires. Une bonne chose pour les consommateurs, un défi pour les producteurs, en particulier pour ceux qui n'ont pas réussi à augmenter leur productivité. Avec la croissance de la production alimentaire, les échanges internationaux se sont développés. Les travaux menés conjointement par l'OCDE et la FAO concernant les marchés alimentaires montrent que les régions tendent à se spécialiser. Certaines, comme l'Amérique du Nord et l'Amérique latine, sont exportatrices nettes et le seront encore davantage à l'horizon 2030, d'après nos projections. D'autres, comme l'Asie, la Chine en particulier, le Moyen-Orient, l'Afrique subsaharienne, dépendent fortement des importations. L'Europe, elle, a vu sa balance commerciale s'inverser récemment. Le commerce international joue un rôle accru en ce qui concerne la sécurité alimentaire. Vous voyez ici la part des importations dans l'ensemble des calories disponibles au sein des différentes régions du monde. Au niveau mondial, en moyenne, 20% des calories sont importées. C'est un petit peu moins en Europe et on voit que certaines régions sont bien plus dépendantes que d'autres. Donc ici, je vous ai exposé sur les différentes dimensions du triple défi, c'est-à-dire la sécurité alimentaire et la nutrition, l'environnement et les moyens de subsistance, le fait que les systèmes alimentaires ont à la fois apporté de fortes réussites, mais aussi des performances plus nuancées. Donc ces défis demandent des réponses politiques efficaces. Je vois une notification sur mon écran. Vous la voyez aussi? Non? Non, je Ok, sais pas très si... bien. Très bien. Donc je continue. Donc malheureusement, quand on observe le paysage politique au niveau mondial, on se rend compte que beaucoup de politiques ne sont pas efficaces pour répondre au triple défi. Certaines sont même contre-productives. Donc ici, je vais me baser sur le rapport de l'OCDE de suivi et d'évaluation des politiques agricoles.
Le prochain rapport, donc qu'on appelle le monitoring, va sortir au mois de juin 2021. C'est une source reconnue de données sur les politiques agricoles de par le monde. Donc, dans ce rapport, nous traitons de 54 pays, les pays de l'OCDE et les grands pays producteurs agricoles. Et nous avons trouvé en 2020 que le secteur agricole reçoit plus de 700 milliards de dollars de soutien chaque année. Donc, pour être très clair, ces 700 milliards ne sont pas uniquement des subventions, ça englobe aussi les effets des politiques commerciales protectionnistes et les politiques d'investissement, par exemple dans des biens publics comme la recherche et le développement. Nous savons, grâce à certains travaux de l'OCDE, que tels investissements dans les biens publics sont nécessaires pour créer un système alimentaire productif, durable et résilient. Mais cependant, la vaste majorité des 700 milliards ne va pas à ces biens publics. Elle est plutôt utilisée pour soutenir les revenus des producteurs agricoles individuels. Les biens publics ne reçoivent qu'une petite fraction de ce total. Alors, les gouvernements peuvent essayer d'augmenter le revenu des agriculteurs de différentes façons. On constate en fait que les gouvernements tentent à utiliser les instruments politiques ayant le plus d'effets de distorsion, ceux qui sont couplés à la production, et cela tend à engendrer une surproduction et des effets négatifs sur l'environnement. Cela peut aussi réduire la résilience en enfermant les producteurs dans certaines activités. On voit donc que la transition des politiques de soutien vers des politiques ayant moins d'effets de distorsion ou vers les biens publics serait déjà efficace pour améliorer certaines performances des systèmes alimentaires. Dans ce cas particulier, les implications politiques semblent relativement simples, mais ce n'est pas toujours le cas. En fait, les systèmes alimentaires sont très complexes. Donc, ce graphique représente tout un ensemble d'interactions et de retombées possibles entre l'agriculture, la nutrition et l'environnement, ainsi que des mécanismes causaux. Étant donné cette complexité, on peut se sentir dépassé. Les décideurs politiques peuvent se sentir dépassés et ils peuvent se demander comment est-ce qu'ils peuvent créer des politiques cohérentes pour un système aussi complexe. Donc, ça va être le sujet de ma seconde partie. Notre vision est qu'il faut réussir à rendre les choses aussi simples que possible, mais pas plus simples. Alors, cette expression, on l'a empruntée à Einstein. Dans ce cadre, on a dérivé des principes pragmatiques qui peuvent aider à améliorer la cohérence des politiques. Un premier principe, c'est que les décideurs politiques doivent être au fait des possibles synergies à rechercher et des compromis à faire avec d'autres domaines politiques. Ça peut sembler évident, mais historiquement, les politiques ont souvent été conçues en silos, sans prendre en compte des possibles retombées. En même temps, être au courant des faits possibles n'est pas suffisant. Il est nécessaire d'évaluer de façon critique les possibles interactions pour vérifier leur réalité ou leur importance dans le processus de définition des politiques. Je vais prendre un exemple. Les politiques agricoles ont souvent été accusées d'avoir contribué au développement de l'obésité, du fait de leur impact baissier sur les prix de l'alimentation ou sur la consommation. Les études montrent en fait que les politiques agricoles ont plutôt tendu à rendre les produits agricoles plus chers, ce qui implique qu'une refonte des politiques agricoles pourrait ne pas avoir un véritable impact sur le combat contre l'obésité. Donc, c'est un exemple qui montre qu'il est nécessaire d'évaluer les hypothèses de façon critique. Un troisième principe important, c'est que les synergies et les compromis peuvent évoluer et dépendent des instruments politiques. Ainsi, si on donne des subventions aux producteurs agricoles pour acheter des engrais dans le but de soutenir leurs revenus, il est certain que ces producteurs vont utiliser plus d'engrais, ce qui aura des conséquences sur l'environnement. Donc, dans ce cas particulier, il y a une tension entre l'aide apportée aux producteurs et la recherche de la durabilité environnementale. Et cette tension, elle découle uniquement du choix de l'instrument politique. On peut utiliser un instrument différent, par exemple des paiements qui vont être liés à la provision de services écosystémiques. Et là, on pourrait transformer ce compromis en synergie. Zaline, Oui,
Désolée de vous interrompre, c'est pas très poli, mais votre présentation est plus que pertinente. Je suis docteur Ivana Alushkova-Balter, j'ai une expérience dans le privé, public, etc. Mais Excusez-moi, qui est-ce qui parle? Qui parle, s'il vous plaît? François, c'est Ivana. Je Non, voudrais non, juste... Ivana, on n'intervient pas maintenant, c'est là par les règles du jeu. Donc, merci de laisser continuer les intervenants. Ivana, Je suis merci. désolée. Je suis désolée, mais Merci, je dois Ivana. partir. Merci. Ivana, au revoir. Au revoir. Donc maintenant, je vais passer au 4e principe, qui est que même s'il y a des synergies à atteindre, les décideurs sont parfois trop optimistes sur les résultats à attendre d'un instrument politique. Donc, il est très rare qu'un instrument politique puisse répondre à tout un ensemble de problématiques sur les différentes dimensions du triple défi. Et ce même quand il y a des co-bénéfices importants. Donc, au lieu de chercher la baguette magique, il est nécessaire de chercher un ensemble d'instruments politiques qui, ensemble, permettent d'atteindre les buts recherchés. Enfin, quand certains compromis ne peuvent être résolus facilement, la société a besoin de faire des choix. Il est important que ce choix soit basé sur les meilleures analyses techniques disponibles, mais faire de tels choix va dépendre des valeurs partagées et devra être le résultat d'une décision démocratique, ce que des analyses techniques ne peuvent pas faire. Donc notre chapitre, notre étude propose des approches pratiques telles que la réalisation d'études d'impact réglementaires ou l'implication des parties prenantes pour implémenter de façon pratique ces principes. On espère ainsi pouvoir réduire la complexité du processus d'élaboration des politiques pour les systèmes alimentaires. Mais en fait, la complexité n'est pas le seul problème qui empêche l'élaboration de meilleures politiques pour les systèmes alimentaires. Maintenant, on va s'intéresser aux obstacles qui empêchent ce développement. Pour traiter des obstacles à la mise en place de politiques meilleures, il est intéressant de distinguer les problèmes qui sont liés aux faits, ceux qui sont liés aux intérêts et ceux qui sont liés aux valeurs. Nous avons déjà beaucoup de connaissances sur les systèmes alimentaires et le type de politique qui pourrait améliorer leur performance. Cependant, il manque des informations, non seulement sur l'étendue des problèmes, mais aussi sur les mécanismes causaux et sur l'efficacité de certains instruments. Par exemple, on arrive à évaluer de façon plus ou moins précise la quantité de nourriture qui est gaspillée au niveau des ménages. Mais on n'a pas réussi à vraiment déterminer les politiques qui sont efficaces pour faire diminuer ce gaspillage. Par ailleurs, il peut y avoir une différence entre la perception du public et les preuves scientifiques. Dans ce cas, il est compliqué pour les décideurs politiques de développer des politiques efficaces. Donc, il faut réussir à construire une compréhension commune des faits et notre travail propose différentes façons pour le faire. Mais il est certain que les faits seuls ne permettent pas de définir des politiques parce que les intérêts entrent en ligne de compte. Tout changement de politique va entraîner des gagnants et des perdants. Certains groupes d'intérêts peuvent tenter donc d'influencer ce processus politique. De fait, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Il peut être intéressant pour les gouvernements de comprendre comment différents groupes peuvent être affectés par une initiative politique. Il n'est cependant pas acceptable qu'un groupe ait plus d'influence que les autres ou que certains groupes soient tout bonnement exclus de ce processus. Donc, l'OCDE a défini un certain nombre de bonnes pratiques, de recommandations pour améliorer la transparence, la responsabilité et pour créer des règles de jeu équitables, pour faire en sorte que tous les acteurs aient la même possibilité d'être écoutés. Au cours des discussions sur les systèmes alimentaires, nous parlons souvent effectivement des faits et des intérêts, mais il y a une troisième composante qui est souvent négligée, ce sont les valeurs. Les débats politiques sur les systèmes alimentaires comportent souvent une forte composante liée aux valeurs. Si on prend l'exemple, par exemple, du débat sur les OGM, il peut sembler porter sur les impacts en matière de santé et d'environnement de cette technologie. Mais en fait, le débat est sans doute beaucoup plus large. Certaines personnes s'opposent aux OGM car elles s'opposent à ce que des entreprises aient autant de pouvoir sur l'alimentation.
ou encore car elles pensent qu'on ne devrait pas jouer avec la génétique. Donc, dans beaucoup d'autres domaines politiques, il n'y a pas que dans l'agriculture ou l'alimentation, les différences sur les valeurs jouent un rôle. Et il est important de les prendre en compte. Ces différences étant plus difficiles à résoudre que les désaccords sur les faits et les intérêts. En effet, sur les faits, il est possible, au moins théoriquement, d'aller chercher plus d'informations, plus de données, de lancer des recherches, d'étudier l'impact de certaines politiques publiques. Sur les intérêts, il est aussi, en théorie, possible de compenser les perdants éventuels d'une politique publique. Sur les valeurs, on ne peut pas véritablement appliquer les mêmes méthodes. On ne peut pas penser à une compensation car des valeurs auraient été violées. En fait, d'autres approches sont nécessaires. Donc, une première possibilité, c'est d'essayer d'ajuster les propositions politiques pour qu'elles deviennent acceptables par des individus qui ne partagent pas les mêmes valeurs. Si c'est possible, c'est recommandé. Maintenant, ce n'est pas toujours faisable. Parfois, la société a besoin de faire des choix compliqués. Des travaux récents de l'OCDE ont souligné les possibilités offertes par les processus de délibération. Donc, ces procédés ont été utilisés dans différents pays pour progresser sur des questions difficiles, par exemple sur la question du climat. Vous noterez que dans ma présentation, j'essaye de vous expliquer que nous étudions le comment des meilleures politiques. Donc, comment peut-on élaborer de meilleures politiques et pas uniquement sur quelles sont les politiques qui marchent et je vous donne une boîte à outils avec un ensemble de politiques qui marcheraient. Non, on veut comprendre comment est-ce qu'on peut créer des politiques qui marchent et qui sont acceptables par le plus grand nombre. Donc, nous pensons que de meilleurs processus politiques permettront d'atteindre de meilleurs résultats pour les systèmes alimentaires. Je terminerai ma présentation en vous disant quelques mots très brièvement du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires qui va avoir lieu au mois de septembre prochain. En amont, ce sommet donne lieu à des débats sur les politiques à mettre en œuvre ou à transformer au niveau mondial et national. Et évidemment, l'OCDE contribue à ces débats et on essaye d'échanger avec les experts scientifiques pour partager notre expertise. Parce qu'elle est relativement vaste. Donc là, ici, vous voyez tout un ensemble de publications que nous avons sorties récemment sur la pauvreté, l'obésité, le suivi des politiques, la résilience et autres. La majorité de cette recherche est résumée dans le rapport dont je vous ai parlé aujourd'hui, donc le rapport Making Better Policies for Food Systems. On a aussi mis en place un portail web qui regroupe l'ensemble des analyses sur les systèmes alimentaires qui ont été publiées par l'OCDE. Donc, vous y trouverez des analyses sur l'agriculture, mais aussi la santé, l'environnement et le domaine de la gouvernance. N'hésitez pas à nous contacter directement si vous avez des questions. Contactez-nous aussi si vous souhaitez être tenu au courant des webinaires que nous organisons sur les systèmes alimentaires. Par exemple, demain, à 11 h, on a un webinaire avec la direction des gouvernances publiques, de la gouvernance publique de l'OCDE sur les procédés délibératifs. Donc, je peux vous inviter à y participer. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je serai ravie de répondre à vos questions plus tard. Merci. Merci Céline. Alors, on va vous pouvez enlever la présentation. Oui. Oui, quand je parlais de géopolitique tout à l'heure, effectivement, ça me faisait un peu penser à qui possède du pétrole, de l'eau, et puis l'agriculture. Et c'est la même chose pour les terres rares, hein, d'ailleurs, aussi. Les terres qui ne sont pas rares, mais qui ne sont pas partout, finalement. Et donc, on a entendu des bonnes paroles de prise de recul aussi. On peut se poser la question sur les risques acceptables ou inacceptables aussi, en disant, tiens, est-ce qu'il y a des problèmes de flux aussi. Puis intéressant sur l'accroissement de production, finalement, qui suit largement l'augmentation de la population et qu'il faut optimiser. Et puis, on pourra se poser la question sur les valeurs, c'est bien, mais quel effet de levier aussi est-ce que ça a, sachant aussi qu'il faut éviter les coûts politiques ou les coûts, c'est comme quand on fait de la recherche aussi, on a beaucoup d'initiatives, de fonds, et en fait on pourrait faire
beaucoup plus avec autant, ou alors autant, voilà, on pourrait faire mieux que. Il faut éviter le saupoudrage parfois et faire des actions un peu plus cohérentes, mais c'est le sujet, on est en plein dans le sujet européen de toute façon. Voilà, merci. Allez, on passe à Arnaud Kojdalissak. Alors, je vais chercher la présentation. Partager. Tac. Le fichier. Voilà. On a aussi de belles images. Voilà. C'est à vous. Merci François et bravo Céline pour l'intervention qui m'a énormément plu. Je commence tout bêtement par l'avenir de la filière agroalimentaire française et européenne. Et voilà, sur la photo, vous verrez 4 hommes et 2 femmes. C'est la proportion d'hommes et de femmes dans l'agriculture française. Voilà, donc c'est une parité de 2 tiers, 1 tiers que souligne cet élément. Voilà, c'est pas forcément le sujet, mais c'est simplement pour rappeler que on parle toujours de parité et même dans une organisation comme la nôtre, on a une femme comme président. C'est toujours difficile d'avoir une parité stricte et s'il peut y avoir une parité possible, demain, c'est 2 tiers, 1 tiers dans notre métier. Voilà. Au jour d'aujourd'hui pour la France. Très vite, la FNSEA, 212 000 adhérents, on est 95% des agriculteurs qui sont syndiqués à la FNSEA. Il y a la moitié des agriculteurs français qui sont syndiqués nulle part. Voilà. Voilà. Donc on a un historique important. On espère aussi avoir toujours de l'avenir. On est nettement majoritaire dans ce pays. On préside presque toutes les chambres d'agriculture de métropole, sauf 2 et sauf 2 dans les DOM. Voilà. On peut passer au slide sur la FNSEA. Voilà, on est organisé selon deux sources fortes. Nos adhérents, on est organisé au niveau communal, encore dans certains départements, au niveau cantonal, partout en France, et au niveau départemental, régional. Et on a donc ces agriculteurs de base, et en même temps, on a nos associations spécialisées qui quelquefois sont plus anciennes que la FNSEA, puisque la FNSEA date de la libération de 1945, et on a des organisations plus anciennes comme l'AGPB, l'Association générale des producteurs de blé, qui était constituée déjà avant, qui est une organisation très très forte comme la CGB dans le secteur des betteraves ou la FNP lait dans le secteur du lait, pour citer quelques-unes de nos 31 associations spécialisées. Et donc, on a toujours cet équilibre entre les filières fortes et puis les agriculteurs qui sont divers, qui quelquefois font plusieurs productions et représentent des territoires différents. Voilà. La présentation que je vais vous faire et les points de vue que je vais vous développer sont issus de 3 choses. Un, notre rapport d'orientation d'il y a 3 ans et demi sur l'Union européenne. 2, un manifeste qu'on a fait l'été dernier suite à la première vague du Covid sur comment un pacte de relance de l'agriculture qu'on a proposé, et ensuite de notre rapport d'orientation de cette année sur le climat et la place que l'agriculture peut avoir sur ce dossier. Voilà, si on peut passer au slide suivant. Voilà. On a 4 axes d'action pour savoir tirer les leçons de la crise sanitaire du Covid. C'est ces 4 axes que je vais développer. Conserver et moderniser nos filières. Je vais vous le dire très vite. Et je parle là vraiment en français, en producteur de volaille. Nous étions les champions de la volaille dans l'Union européenne. On produisait, quand on est de Bourgogne-Franche-Comté comme François, on prend l'importance par exemple qu'avait le groupe Bourgoin dans cette région. On produisait beaucoup de poulets, on était nettement en tête dans l'Union européenne. Aujourd'hui, on a baissé notre production de près d'1 tiers en 25 ans. On produisait 3 fois plus que les Polonais qui aujourd'hui produisent plus que nous, et on produisait le double des Allemands qui aujourd'hui produisent le plus que nous. Mais je peux prendre ces mêmes chiffres dans la production porcine. On était tous à peu près à 25 millions de cochons produits dans l'Union européenne.
Nous, on a baissé d'une dizaine de pourcents quand les Allemands ont augmenté de 40 et quand les Espagnols ont doublé leur production. Voilà. Donc, même si la France reste un très, très grand pays, le grand pays agricole par la surface et par les volumes, par la diversité qu'il fait, voilà, on perd de la compétitivité, de l'efficacité, de la production vis-à-vis de nos concurrents dans un marché où l'origine européenne vaut quelque chose. Voilà. On va développer aussi dans un deuxième point sur la nécessité d'un pacte de confiance. Voilà. Céline l'a dit un petit peu, le problème des valeurs. Mais le pacte de confiance, c'est ça, c'est la société ou une partie de la société ne se retrouve pas derrière les valeurs de production, derrière les valeurs de production animale, de recherche génétique, des choses comme ça. Et on a besoin vraiment d'un pacte de confiance avec la société. Sinon, on est trop troublé par ce qui se passe. Et quand la semaine dernière, on a eu cet épisode de gel qui a vraiment apporter beaucoup de doutes et qui va apporter beaucoup de malheurs économiques à notre pays et aux agriculteurs victimes de ça et qu'on accuse l'agriculture productive ou productiviste. Le gel, il est tombé sur tout le monde, sur celui qui était au top des choses comme celui qui était resté avec des techniques très, très simples. Voilà. Troisième point, la souveraineté ouverte, responsable européenne. C'est une traduction de la FNSEA, de l'autonomie stratégique ouverte, qui est la nouvelle politique que l'Union européenne veut adopter en matière de commerce. Et de ce côté-là, on peut être d'accord à peu près sur les titres. Dans le contenu, on ne met pas forcément la même chose. Nous, agriculteurs, FNSEA ou COPA, COGECA pour situer notre grande organisation européenne, et puis la Commission. Et puis la dernière chose, à la FNSEA, on est pour plus d'Europe. On a toujours été pour l'Union européenne et on est vraiment conscient que c'est l'outil qu'il faut pour nous défendre. Et donc autour de la PAC et de son impact sur l'agriculture, je voudrais avoir un petit mot. On va passer au slide suivant. L'idée du pacte, hein, un pacte entre citoyens et agriculteurs pour assurer une croissance durable, voilà, de l'agriculture. Il y a 4 points qui sont de notre responsabilité, sur lesquels on veut faire quelque chose. Le changement climatique. On a des solutions à apporter à toute la société. Nous sommes quasiment le seul secteur qui va être capable de produire des carburants renouvelables demain en quantité importante. Et le carburant liquide, c'est la seule chose qu'on a trouvé encore pour faire avancer bon nombre de voitures. Sur la biodiversité, Céline a dit notre impact sur la biodiversité et en la matière. On ne veut pas être à la ramasse et montrer aussi ce qu'on fait bien en la matière et ce qu'on peut pouvoir faire de mieux. Sur l'utilisation raisonnée des intrants, je crois que Céline a excellemment montré dans ses slides le progrès qu'il y a eu autour de ça et les algues vertes ou les nitrates ou les pesticides qu'on retrouve quelquefois à tel ou tel endroit sont souvent des raisons très anciennes. Et on est vraiment sur une politique de progrès qu'il faut continuer à avoir sur ces secteurs-là. Et puis sur le circuit de distribution, la nécessité de répartir la valeur. Les agriculteurs ont manifesté ces derniers temps sur la loi Egalim au niveau français et sur l'absence de partage de valeur. Les prix augmentent toujours aux consommateurs et la part donnée aux producteurs est toujours plus faible. J'ai oublié de mettre dans les slides un petit document que je distribue souvent. Je distribue des billets de 100 €. Alors, ce sont des faux billets. Ils sont nettement marqués. Mais quand vous achetez 100 € de produits alimentaires en France, vous donnez 6 € aux agriculteurs. Voilà. Et donc, quand vous savez que c'est 100 €, c'est 12% de vos dépenses, 12-13% des dépenses des ménages.
Là-dedans, il n'y a qu'un tout petit bout donc, qui finalement va aux agriculteurs. Ce n'est pas un truc de la FNSEA, c'est l'Observatoire français des prix et des marges qui est une organisation publique, un semi-public, qui fait ça et qui fait ce travail très sérieux depuis une dizaine d'années. Voilà. Deuxième point dans ce pacte citoyen, que la société comprenne qu'il faut essayer de ne pas trop stigmatiser nos pratiques, voilà, et qu'on doit être vraiment dans un dialogue pour montrer ce qu'on fait. Vivre dignement, c'est le point qu'il y a aussi là-dedans. La PAC de 1957, je rappellerai, avait pour ambition de donner des revenus décents aux agriculteurs. Ça fait partie des fondamentaux, des objectifs du traité de Rome. On est toujours à la course derrière ça. Et dans 24 pays, des 27 pays de l'Union européenne, les agriculteurs ont des revenus en moyenne 30% inférieurs à la moyenne des revenus du pays. Donc, même si certains peuvent jalouser certains agriculteurs, généralement et globalement, c'était pas par le côté revenu qu'on doit être jalousé. Dernier petit mot, concilier économie et écologie, voilà, ne pas les opposer, c'est ça qui doit nous animer et qui devrait être dans ce pacte. Dernier point que je voulais développer, produire pour toutes les gammes de la production française. Le président de la République, quand il est arrivé dans son discours de Rungis, quelques mois après son élection, a dit qu'il fallait monter en gamme. Alors, vous savez, quand vous êtes le pays du label rouge, le pays qui a le plus d'indications géographiques, le pays qui est reconnu dans le monde pour sa qualité gastronomique, pour la qualité de ses produits agricoles, monter encore en gamme, ça ne répond pas forcément à un besoin de marché. Et on a même en ce moment, ce mois-ci, notamment dans les circuits bio, de la surproduction et des produits qui n'arrivent pas forcément à être bien valorisés. Donc, il faut monter en gamme en face du marché qu'on a et reconnaître que si je parlais du poulet tout à l'heure ou je parlais du porc, on perd des parts de marché vis-à-vis d'autres pays de l'Union européenne qui ont su rester à un niveau de gamme quelquefois très bas, qui répond à une demande de la société. Tout le monde n'est pas cadre supérieur et donc on a des budgets différents. Voilà, il faut aider toutes les exploitations à se moderniser, qu'elles soient conventionnelles, qu'elles soient engagées dans de la haute valeur environnementale, qu'elles soient engagées dans l'agriculture biologique. Il faut aider à se moderniser. Souligner qu'on était indispensable dans l'économie circulaire, les déchets des boues de stations d'épuration, la production demain de carburant ou d'énergie renouvelable par l'agriculture, c'est nous qui pourrons le faire et donc on sera indispensable dans l'économie circulaire. Et puis s'appuyer sur la recherche pour soigner plantes et animaux. On va passer au slide suivant, s'il vous plaît. Je parlais prix, l'importance pour nous de la loi Egalim qui a état généraux de l'alimentation, Egalim. On parle beaucoup trop avec pas des anachronymes. Des sigles. Je cherche le terme. On utilise trop de sigles. Voilà. Voilà. Et conserver certains progrès qu'on a eus, notamment la nécessité d'avoir un seuil de revente à perte de 10%, de supprimer les promotions. Quand vous comme moi, on pouvait avoir des produits qui étaient vendus à prix coûtant, etc., et vous compreniez que c'était toujours sur le coca ou sur certaines choses futelles. Et c'est hélas les produits tels que les légumes sur lesquels la grande distribution margeait beaucoup, mais pas forcément les producteurs. Donc le fait d'avoir mis ces barrières en redonnait un peu de valeur.
l'importance des coûts de production dans l'établissement des contrats avec les agriculteurs. C'est le grand progrès des États généraux de l'alimentation, c'est que le coût de production rentre dans la fixation des relations commerciales. Ça s'est développé dans le secteur laitier, ça s'est développé dans le secteur porcin. Quelquefois, il y en a des producteurs qui ont 50% de leurs produits qui sont basés sur le coût de production moyen national, permettant de rémunérer un agriculteur au double du salaire minimum français. C'est bien. Et là, c'est une petite partie de la production qui a bénéficié de ce progrès. Et on voudrait que tout le marché français, notamment parce qu'il y a une attache très forte du consommateur français et de la grande distribution à avoir des produits français dans ses rayons. Autour de ça, on est capable de donner de la valeur aux producteurs et ce coût de production est quelque chose d'important. Voilà, je situais aussi tout à l'heure l'Observatoire de la formation des prix et des marges. C'est un outil très fort sur la transparence des marges en agriculture. C'est un outil qui doit être développé, qui doit être renforcé. On passait au slide suivant. J'ai parlé tout à l'heure de réorienter nos politiques publiques en renforçant notre production. Et là, on parle de politique d'investissement et de compétitivité. J'ai cité le porc, la volaille. J'ai oublié de citer les fruits, les légumes. Ce sont des secteurs sur lesquels, ces 20 dernières années, on a divisé notre production presque par deux. Pour des questions de compétitivité avec l'Espagne, avec l'Allemagne, avec la Belgique, avec la Pologne. Et nous avons perdu des parts de marché. Quand vous n'êtes plus compétitif, ben vous arrêtez de produire. C'est la réalité des choses. La génération d'après ne va pas reprendre un outil et va partir dans quelque chose de plus simple parce que ce sont des choses très exigeantes en termes de technique et en termes de main-d'œuvre. Et autour de ça, il faut aider les agriculteurs qui vont vers ces secteurs-là. La promotion de l'origine France, on est tout le temps dans les magasins à ennuyer les grandes surfaces sur le transformé en France, sur le fabriqué en France. On veut que la matière première soit française. Et là, le travail est perpétuel. Nous sommes vraiment leaders au niveau européen sur ce dossier-là, et nos collègues européens commencent à de plus en plus nous suivre en la matière. Voilà. Je passerai au slide suivant pour essayer de tenir le temps. La nécessité d'un budget PAC qui tienne la route. Les éco-régimes, c'est une nouveauté de la PAC. Alors, éco, ce n'est pas écologique ce n'est pas économique tel que la Commission le pense. Elle ne le pense qu'écologique. Et tout à l'heure, je vous disais de mixer l'écologie et l'économie, c'est quelque chose de fondamental. Et aujourd'hui, la France est précurseur dans l'élaboration de ce qui pourrait être les obligations des agriculteurs pour 2023. On a besoin de ne pas aller trop loin et de ne pas faire cavalier seul en tête. Je ne suis pas persuadé que les pays de l'Est ou que l'Espagne choisira des standards aussi élevés que nous. C'est d'ailleurs jamais ce qu'ils ont fait ces dernières années. C'est comme ça toujours qu'ils nous ont d'ailleurs taillé des croupières. Sur les affectations budgétaires, je mettrai en avant quand même une réponse qui a été apportée, le plan de relance de l'économie suite au Covid. On a 1,2 milliard pour l'agriculture et la forêt. Avec l'Allemagne, on est les deux seuls pays de l'Union à avoir un plan de relance qui aide l'agriculture. L'Espagne et l'Italie qui ont des gros plans de relance n'ont rien de spécifique pour l'agriculture. Ça nous aide à nous moderniser dans la partie production comme dans la partie transformation. Je vais passer au slide suivant, sinon on ne va jamais tenir les délais. Sur l'origine France, je soulignerai que quand on met de l'origine, on crée de la valeur pour les producteurs.
quand un produit a une IGP, une AOP, c'est de la valeur qui est créée pour un territoire et pour les producteurs de ces territoires. Notre combat, il est tout le temps contre les marques. On n'est pas contre les marques à la FNSEA, on est très content d'avoir des marques leaders au niveau national, mais la marque, ça crée de la valeur pour l'aval. Quand vous êtes consommateur, vous et moi, quand nous sommes consommateurs dans un magasin, nous achetons souvent une marque et pas assez souvent une origine. Voilà, et il faut arriver à faire changer cette mentalité. Et pour faire changer la mentalité, il faut que l'origine soit indiquée sur le produit. C'est une façon de redonner de la valeur au producteur. Nous ne faisons pas tous nos achats sur un marché auprès d'un producteur en direct. On achète souvent des produits transformés. Donc, soyons dans la réalité et donc arrivons à identifier l'origine. L'axe 3, sur l'autonomie stratégique ouverte, je parlais en avant, je mettais en avant la nécessité de la souveraineté. Souveraineté, c'est-à-dire décider. Souveraineté alimentaire, ça ne veut pas dire qu'on va tout produire chez nous, mais qu'on va décider de ce que l'on veut produire chez nous et de ce que l'on veut importer aux standards de chez nous. C'est quelque chose de fondamental et c'est ce qu'on a voulu mettre dans ce slide. En même temps, on a besoin d'outils de correction des marchés, comme je le mets dans le premier point du deuxièmement. On a besoin aussi de laisser les pays en développement construire leur propre modèle de développement agricole. Moi, je suis toujours très déçu quand j'ai l'impression qu'on raconte que nous inondons l'Afrique noire de nos excédents de poulet. C'est quelque chose qui n'existe plus depuis plus de 10 ans, qui était une caricature des PAC antérieures, mais qui n'est plus du tout ce que l'on fait au jour d'aujourd'hui. Céline l'a montré, effectivement, nous fournissons énormément de céréales à toute l'Afrique du Nord, parce que ce sont des pays qui ne seront jamais autosuffisants en termes de céréales, et ils sont très attachés à la qualité de ce qu'ils ont chez nous. Voilà, c'est de la diplomatie française qui est faite quand on exporte nos produits là-bas. Et puis, j'ai terminé juste la dernière petite phrase. N'importons pas l'agriculture que nous ne voulons pas. C'est fondamental. On ne peut pas avoir des standards français ou des standards européens élevés et faire des accords avec des pays qui ne respectent pas nos standards. Derrière, j'ai des éléments pour protéger l'espace agricole, pour protéger l'eau, pour protéger la recherche, l'innovation, pour la santé des plantes. Tout ça, on n'a pas le temps de le passer. Et on va arriver au slide 14 peut-être. On va rester sur les échanges mondiaux. Spécificité du secteur agricole et agroalimentaire. Voilà, ça, je voulais le mettre en avant. On ne demande pas une exception agriculturelle, on demande d'être regardé quand même comme quelque chose de fort. Le président de la République l'a dit le 12 mars l'année dernière, confier notre alimentation, notre santé, notre sécurité à des tiers serait folie. Eh bien, appliquons cela et restons souverains dans ce secteur agricole et agroalimentaire. L'importance de la transparence des marchés. Il y a beaucoup de spéculation sur nos marchés maintenant que les produits comme les céréales se stockent. Il y a beaucoup de commerce. Il faut que vous sachiez que, par exemple, en 2008, on a eu une forte envolée des prix des céréales. On a commercialisé, échangé 40 fois la production mondiale de céréales. Ça veut dire que les productions ont été vendues beaucoup, enfin 100 fois, peut-être 200 fois, parce que tout ne va pas sur le marché mondial et qu'il y a vraiment eu beaucoup de spéculation autour de ça. Si on avait connu la réalité des marchés, on n'aurait peut-être pas eu ces émeutes de la faim, ces prix qui se sont envolés et qui ont
même si la révolution peut quelquefois apporter la liberté, elle apporte aussi quand même beaucoup de troubles et pas forcément des choses encore sereines et reconstruites dans tous ces pays qui ont connu des printemps difficiles. Voilà, je finirai et je vais aller directement sur l'OMA, l'Organisation mondiale des agriculteurs. C'est les derniers slides, les 2 derniers slides qui doivent être 18 peut-être ou 17. Voilà, l'Organisation mondiale des agriculteurs, c'est 75 organisations dans 55 pays sur tous les continents. C'est une organisation qu'on a créée il y a une douzaine d'années et sur lequel on essaye vraiment de partager une voix des agriculteurs. J'étais très heureux de voir Céline qui parlait du sommet mondial de l'alimentation sur les systèmes alimentaires qui va y avoir au mois de septembre aux États-Unis, à New York, avant un événement en juillet là-dessus. C'est sans doute quelque chose qui va perdurer dans le temps, peut-être pas sur le même rythme que les COP climat, mais avec la même force, la même volonté de changer. Et nous, agriculteurs, nous devons être à l'écoute et en même temps indiquer les limites des changements. Dans un pays comme la France où on a 40% de la surface qui sera toujours de la prairie, la prairie, c'est de l'herbe. L'herbe, on peut la faire manger par des moutons, on peut la faire manger par des chevaux, on peut la faire manger par des vaches, mais on ne peut pas la rouler sur la cuisse pour fumer des pétards. On ne fera rien d'autre que de la protéine animale avec cette herbe. Ça nourrit une grande partie de la population. C'est souvent ce qui amène une qualité particulière à un repas et on ne peut pas dire qu'il faut supprimer cette alimentation carnée de notre vie. Voilà. Donc à l'OMA, on essaye d'avoir des papiers politiques et là, je voulais mettre en avant notre papier sur le commerce, la nécessité de renforcer les standards internationaux. Le slide avant, peut-être François. Non, on est sur le bon slide, pardon. Donc, ce n'est pas le papier sur le commerce, c'est sur la sécurité. C'est le bon slide. Plus de budget pour l'agriculture. Je suis désolé, on voit, j'ai vu Céline avec l'importance des milliards accordés à travers le monde. C'est accordé de façon disparate et dans beaucoup de pays du monde, il y a besoin quand même de renforcer ces budgets. Ça peut être des budgets pour des biens publics, et pas uniquement pour de l'aide directe aux agriculteurs, mais il y a besoin de budget. On met à investir dans les infrastructures, soutenir l'organisation des agriculteurs, le travail que l'on fait FNSEA en Afrique avec Agriculteurs Français Développement International pour soutenir l'organisation des agriculteurs en coopérative est un exemple. C'est sécuriser l'accès aux ressources, hein. Avoir l'engrais, avoir l'eau, avoir la semence, c'est quelque chose de fondamental et ne pas rester uniquement avec de la semence autochtone si on veut développer un peu sa production et être durable. Garantir la stabilité des marchés et puis ne pas avoir peur des technologies et les utiliser. Voilà, et le dernier slide sur la partie commerce, baisser les mesures de protection, ça c'est fondamental. Encourager le développement, le capacity building, et puis connaître plus quelles seront la réalité des marchés pour qu'il y ait moins de mauvaises spéculations. Voilà. Et puis conserver des marchés ouverts. Quand l'Argentine, quand la Russie, ils sont tous les deux membres de l'OMA, ferment leur marché pour exporter les céréales, ça trouble le marché. Il y en a qui sont toujours informés avant les autres et qui arrivent à faire des plus-values, mais c'est jamais les agriculteurs qui gagnent en la matière, hein. C'est toujours des intermédiaires. Voilà ce que je voulais dire très rapidement. J'ai été trop long. Merci, non, c'était très bien, merci beaucoup.
Non, voilà, merci beaucoup. Arnold, alors, j'ai quelques questions, mais avant la traditionnelle question de baguette magique. Donc, en coaching, on utilise la baguette magique pour atteindre des objectifs stratégiques et opérationnels, mais réalistes et réalisables. Donc, si vous aviez cette baguette magique qui fonctionne, hein, je vous le rappelle, mais pour gagner du temps, pour passer peut-être certains obstacles plus facilement sur certaines réalités dont vous avez parlé, si vous aviez un vœu à faire chacun, ça serait lequel? Céline? Céline, on ne vous entend pas. Oui, ça y est. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a pas de baguette magique, mais si j'en avais une, ce serait de pouvoir aller vers des politiques qui ont moins d'effets de distorsion et qui puissent améliorer la résilience du secteur agricole et promouvoir l'innovation. D'accord. Arnold? Si j'avais une baguette magique, je ferais en sorte que tout le monde ait confiance dans la science, la recherche et croit dans le progrès et n'ait pas peur de l'avenir. Merci. Nos amis de Vitagora ont dû quitter, mais ouais, science recherche, on fait beaucoup aussi dans ce domaine-là, et dans la science recherche, justement, on essaie de, au-delà de valoriser, toujours pousser des choses disruptives, aussi, on essaie aussi de ressortir les vieilles formules et puis même d'expliquer, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. D'ailleurs, puisque c'était peut-être pas le moment, il n'y avait peut-être pas les bons ingrédients, les bons financements, et il y a peut-être des anciennes essais qui peuvent marcher aujourd'hui. Alors j'avais quelques questions dans mes paragraphes plus techniques que je n'ai pas abordés. Est-ce qu'on peut imaginer de nouvelles formes de relations clients finalement, notamment avec la vente directe? Parce que moi, quand je vois aussi certains agriculteurs disent oui, la vente directe, on nous incite à faire de la vente directe, et il faut quand même un investissement aussi, ne serait-ce que pour conserver les aliments, pour faire, alors est-ce qu'on abat aussi les animaux sur place? Est-ce qu'il faut vraiment s'orienter vers la vente directe? Et puis, est-ce que, si on reprend l'image européenne, est-ce qu'il y a des attitudes qui sont à faire dans un endroit qui ne sont pas forcément à faire ou à inciter dans d'autres? Vous pouvez répondre tous les deux, hein. Moi, je peux répondre en premier. Alors, je m'occupe de chaîne alimentaire à la FNSEA, on s'occupe de circuits courts. À titre personnel, c'est la majeure partie de mon chiffre d'affaires. Voilà, je fais les deux choses extrêmes à la FNSEA. Je m'occupe de l'infiniment grand avec le monde et je m'occupe de l'infiniment petit avec les circuits courts. C'est très facile pour moi qui suis au bord d'Ormans où il y a 550 000 habitants. Je serais dans la campagne dijonnaise, loin de tout le monde. Je ne suis pas persuadé que mon système de transformation, l'élevage de volailles et de transformation aurait le même succès. Donc, je suis dans un département où on est un quart des agriculteurs à faire de la vente directe. Donc, il y en a trois quarts qui n'en font pas en Seine-Maritime. Mais soyons, voilà, c'est une solution. C'est une solution, notamment quand on n'a pas de foncier. Voilà. Si nous, on a fait de la vente directe sur notre exploitation, c'est parce qu'on avait une instabilité foncière avec beaucoup de locations annuelles qui nous s'est fait, on va s'orienter vers de la stabilité et la stabilité d'un élevage hors sol et de clients comme ça. Avec le temps, ça a changé, mais j'ai 3 de mes enfants qui veulent s'installer, j'en ai déjà un d'installé, ils regardent ça énormément pour développer ça encore. D'accord. Céline, un mot, non? Je peux, pas directement sur la vente directe, mais nous, on a travaillé sur les technologies digitales et comment elles peuvent permettre d'améliorer à la fois la transparence et la vision des consommateurs vis-à-vis des systèmes agroalimentaires et aussi permettre des opportunités de création de valeur pour les producteurs. Donc, je pense que probablement qu'il y a moyen d'aider à l'utilisation de ces technologies digitales de la part des pouvoirs publics.
Alors, ouais, le digital, c'était un sujet, effectivement. Le numérique et le digital, les agriculteurs ne peuvent plus s'en passer, finalement, maintenant. Mais c'est vraiment, ça a été un outil de travail, comme dans l'industrie, hein, qui peut développer des nouveaux emplois et de nouvelles activités. Je voulais revenir sur les marges, parce que j'ai encore entendu la présidente la semaine dernière, je crois, dans les rencontres parlementaires en parler. On a connu ça dans l'industrie, on le connaît toujours. Sur les marges, on essaie de travailler, on appelle on va essayer de définir est-ce que s'il y a un vrai partenariat évidemment, entre les distributeurs, les producteurs, dans l'industrie, c'est les maîtres d'œuvre, les sous-traitants. Est-ce qu'il y a un vrai partenariat ou est-ce qu'on parle vraiment de politique d'achat? Parce que les distributeurs ne sont pas là, mais quand on voit, quand Arnold disait que pour 100 euros, il y en a 6 qui va aux agriculteurs, moi, ça me fait même penser au commerce équitable, où je me demande pourquoi c'est aussi cher, étant donné qu'on réduit des intermédiaires. Et là, est-ce qu'on peut vraiment parler de, finalement, un partenariat avec un coût de revient décent, mais un coût de revient objectif, valorisable aussi. Est-ce qu'on peut parler de livre ouvert dans la profession? Est-ce qu'on peut parler de partage des risques d'ailleurs, même avec le gel d'ailleurs, est-ce qu'on peut partager les risques? Et puis même de bonus et de malus. Est-ce qu'on peut, est-ce que tout ce qui se met en place respecte tout ça, ou est-ce qu'on est encore du cas par cas où on négocie quand il le faut, peut-être pas forcément comme il le faut? Arnold? Pour moi, on peut tout à fait arriver à ça. J'ai cité, je vais parler d'un industriel que je connais très bien chez nous, c'est Danone. Danone a été le premier qui a essayé de rémunérer les agriculteurs sur leur coût de production. Il a pris le quart des agriculteurs qui étaient le plus compétitifs. Donc déjà, il a pas fait jouer le jeu, mais il a fait ça. Au jour d'aujourd'hui, il n'est hélas plus dans cet esprit-là, car il perd des parts de marché, car il est extrêmement concurrencé sur son haut de gamme et il a du mal à se renouveler. L'Actimel, qui était un produit qui a très très bien marché pour lui il y a quelques années, qui lui a fait des belles royalties, marche moins bien et il est vraiment challengé par tous les autres. Donc aujourd'hui, ce n'est plus un leader en termes de prix et c'est d'autres entreprises qui arrivent à le faire. Isigny avec ses beurres chez nous, qui arrive à payer les agriculteurs presque 15% de plus qu'un producteur Danone, qui peut être la ferme d'à côté, hein, avec les mêmes vaches. Donc il y a vraiment des entreprises qui arrivent à le faire mieux que d'autres. Et puis, vis-à-vis de la grande distribution aujourd'hui est présente dans quasiment toutes les interprofessions, aussi bien dans le lait que la viande et même, je crois, dans la volaille. Dans les interprofessions, nous avons les coûts moyens de production des producteurs. Donc, on sait à partir de quel niveau, en moyenne, ils gagnent de l'argent ou ils en perdent. Si vous êtes une grande surface, ils ne sont pas là, mais vous le savez bien, elle ne veut pas acheter plus cher que son collègue. Mais si les prix augmentent, parce que ça augmente chez tout le monde, ils l'accepteront. Voilà. Donc, il y a pas de l'entente à avoir, parce que les ententes sont illicites, mais il y a de la compréhension. Voilà, si on veut continuer à conserver des producteurs, il faut qu'ils aient un intérêt à être producteurs. Je vois nos amis hongrois, hollandais sont là aussi. Est-ce qu'on a le sentiment que ça marche, cette discussion marche mieux ailleurs, ou peut-être moins d'ailleurs, que chez nous en France? Si je peux, j'ai participé aux travaux d'un groupe commissionné par la Commission sur le Food Euro, donc la déclinaison européenne de l'euro alimentaire dont vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur Puech. Et il y a des problèmes similaires dans tous les pays européens, et d'où ce besoin de transparence, de travailler sur la production d'informations qui permettent d'étayer les problèmes et de trouver des solutions.
Abordons maintenant la. Simplement, je voulais dire à François, quand vous êtes en Belgique, producteur de salade, que vous avez une organisation qui pèse 95% de la salade belge et que la salade belge, c'est presque plus important que ce qui est produit en France, vous arrivez à peser sur les marchés. Hein. Vous avez une COP très forte. Quand vous êtes chez Arla, au Danemark, en Suède ou même au Royaume-Uni, qui est une entreprise très très forte, vous arrivez à payer mieux vos producteurs. Voilà. Quelquefois, on a bâti des vraies coopératives dans d'autres pays de l'Union, ou chez nous, le groupe Avril, en termes de colza, avec 70% de la production et de la transformation placée où il faut, nous permet d'être payés presque 10% de plus que nos collègues allemands, voilà, en termes de colza. Alors, parlons de normalisation. La normalisation, enfin, c'est une force, c'est une arme commerciale, la normalisation, hein, on le voit dans pas mal de domaines. Ceci dit, il y a des décisions qui se font en normalisation, qui sont peut-être un peu trop aiguës, et on le voit notamment dans certains pays, enfin, comme la France, qui veut être en avant, d'autres pays qui le sont moins, avec des problématiques d'ailleurs, quand les Belges achètent des terres en France, ils les cultivent à la façon européenne et pas française. Donc et quand Céline parlait tout à l'heure de prise de décision qui sont peut-être qui pourraient être un peu mieux réfléchies, est-ce que cette normalisation accrue qui va vers évidemment moins d'insecticides, etc., pour la bonne santé des consommateurs, mais aussi des producteurs, est-ce qu'il y a quand même un juste milieu à avoir? Je rappellerai aussi que quand on parle d'agriculture raisonnée et bio, il y a toujours un peu d'engrais et d'insecticides aussi nécessaires quelque part. Comment vous réagissez à ça? Dans cette force de la normalisation qui est peut-être un peu trop poussée parfois. Par là, vous entendez le fait qu'on pousse les producteurs à faire la même chose ou à suivre certaines normes ou certaines… Non, mais justement, quand au début c'était productivité, donc on mettait autant d'engrais, etc. Et maintenant on leur dit il faut arrêter. Il y a quand même un juste milieu. Il y a toujours des petites luttes entre les gens qui font du bio ou pas du bio. Alors maintenant, il y a une nouvelle norme aussi en France, haute qualité environnementale. Est-ce qu'il faut quelque part à un moment s'arrêter dans la, dans les enchères à la normalisation avec un juste milieu? Est-ce que ça freine justement l'alimentation en général? Après, on peut parler de nutrition aussi derrière tout ça, mais Moi, je dirais qu'on a des choix à faire en fonction des objectifs qu'on se fixe. Et là, ce n'est pas à moi de les décider, c'est à la société en général ou aux politiques en fonction de la société de se fixer des objectifs. À partir de là, on est en mesure, on connaît grâce à la recherche et on peut investir encore plus dans la recherche. On est en mesure d'améliorer l'efficacité productive de la production. C'est un petit peu le graphique que je vous montrais tout à l'heure où on a vu des progrès et on peut encore, avec la même utilisation d'intrants ou d'eau ou autre, améliorer le processus productif. Donc, je pense que dans ce sens, c'est intéressant de s'intéresser à ce qui peut créer, avoir les meilleurs résultats et créer le plus de valeur. alors, le marché du bio, quand on revient là-dessus, est-ce que le modèle économique du bio, est-ce qu'il est vraiment celui qu'on voit quelque part, ou est-ce que, comme pour les produits Max Havelaar, je parlais tout à l'heure, est-ce qu'on pourrait aussi parler du marquage? Et je rappelle la traçabilité, elle est volontaire aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Par contre, elle ne l'est pas sur la viande parce qu'il y a un problème de santé. Mais voilà, quand je parlais de mise à plat aussi, le livre ouvert, est-ce que je viens de citer le bio. Est-ce que le modèle économique du bio, on le maîtrise forcément? Est-ce qu'il faut toujours proposer du bio ou non bio? Et pourquoi pas des produits bio pour tout le monde, finalement, pour être en bonne santé, si le bio est vraiment celui qu'on pense? Arnold. L'agriculture biologique a montré que le consommateur était prêt à payer plus cher un produit. Donc, pour ça, c'est quelque chose de très important. Alors qu'on était dans une déflation des dépenses des ménages en matière alimentaire,
le bio a redonné de la valeur à la production. Donc ça, il faut vraiment conserver ça. Les qualités sanitaires de la production, ça c'est vous qui le dites, il y a aucune étude qui l'a montré, sinon je pense que tous les consommateurs y passeraient et que les producteurs y passeraient aussi parce que ça serait, voilà, mais ce n'est pas un alicament, un produit biologique, c'est un produit qui a eu pas peu d'intrants de synthèse dans son élaboration. Voilà, c'est ça où c'est une vraie performance. Je, je signalerais quand même que dans un territoire comme chez moi, un agriculteur biologique, il produit 2 à 3 fois moins qu'un agriculteur conventionnel, hein. Si on passe tous en bio, voilà, on ira acheter des céréales ailleurs dans le monde pour nourrir les Français, hein. Je dis ça alors qu'on est le grand exportateur et que je suis à côté du premier port exportateur d'Europe occidentale, ici à Rouen. Ouais, ouais. J'avais Oui, rencontré. je nuancerai un tout petit peu le propos. Je ne suis pas une spécialiste de l'agriculture biologique. Maintenant, certes, les rendements sont moins élevés. Alors, beaucoup d'études parlent de rendements inférieurs de 20 à 30 %. Et effectivement, ça pose une question sur l'utilisation de la terre et la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale. Mais tout ça est une question de compromis. Mais je nuancerai juste un petit peu le propos. Voilà. Alors, il y a des questions justement en parlant de sécurité alimentaire, nutrition. Dans les courbes, j'avais vu effectivement qu'on produisait de plus en plus. Mais est-ce qu'il y a du gaspillage finalement? Où en est le gaspillage alimentaire et comment l'optimiser? Alors, on a beaucoup de mal à avoir véritablement des mesures du gaspillage alimentaire. Donc, il y a un chiffre qui a été développé par la FAO qui parle de 30%, 20 à 30% de la production alimentaire. Mais on a véritablement beaucoup de mal à le trouver parce qu'en fait, il y a du gaspillage qui n'en est pas, qui est nécessaire. Enfin, Monsieur Piège pourra en dire plus que moi, mais qui est nécessaire à la production. Il y a un gaspillage sans doute au niveau des ménages et celui-là, on doit pouvoir agir pour le diminuer. Ensuite, en France, on a pris ces politiques qui font qu'au niveau des distributeurs, on tend à diminuer le gaspillage avec ces obligations de fourniture des denrées au système de banque alimentaire ou autre. Donc, je dirais qu'on a beaucoup de mal à l'évaluer et en même temps, c'est un domaine sur lequel on peut gagner beaucoup, mais probablement pas ces 30%. C'est un chiffre, c'est un mythe en quelque sorte. Est-ce qu'il y a des habitudes européennes qui sont différentes en termes de gaspillage, européennes ou dans le monde d'ailleurs, hein? Je ne pourrais pas répondre à cette question. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans l'Union européenne, notamment, on a beaucoup de moyens de stockage. Voilà, les moyens de conservation qu'on a au jour d'aujourd'hui font qu'on a moins de gaspillage qu'hier. Voilà. Et la grande partie reste quand même au bout de la chaîne, mais côté consommateur, me semble-t-il. Il y a encore un peu de gaspillage chez nous, mais un agriculteur est suffisamment radin pour ne pas gaspiller, hein. Parce que c'est vrai qu'en parlant de recherche, je voyais, j'ai participé avec Vitagora à la conclusion d'une étude justement sur la nutrition et je m'étais aperçu, c'était une remarque que j'avais faite, qu'ils avaient, c'était dans le programme PCRD, c'était page 2020 encore, enfin, et donc il y avait une dizaine de participants de laboratoire qui avaient contribué. Et finalement, voilà, sur les éléments de nutrition pour vivre mieux d'une façon générale. Mais en fait, on oublie aussi que peut-être dans l'industrie c'est plus facile, mais dans la nutrition, dans les comportements alimentaires, un Portugais, un Français, un Allemand, un Hongrois fonctionnent pas forcément de la même façon. Et c'est toujours un peu difficile. Donc, c'est toujours intéressant de regarder quelles sont les attitudes des uns et des autres vis-à-vis de ça. Et l'alimentation est encore plus intéressante là-dessus pour
regarder aussi les aspects culturels, donc rajouter des petits aléas, des alphas, des bêtas pour… Là, je peux pour… peut-être vous donner Ouais. quelques exemples au niveau de notre travail à l'OCDE où on peut voir exactement ça, ce qui se passe entre les différentes régions et ce que consomment les gens. Et en fait, nous, on lit ça, on essaye de le lier aux problématiques de surpoids et d'obésité et de politique publique pour améliorer les comportements alimentaires. Ouais. Et on voit des tendances très différentes en termes d'alimentation carnée, du sucre et de l'huile. Donc là, c'est les produits transformés qui sont très différentes selon les zones du monde. Et avec l'Amérique latine qui tend à avoir un comportement très proche de l'Amérique du Nord. Des spécificités européennes, bien sûr, mais surtout des spécificités en Asie, avec des régimes alimentaires relativement plus sains, si on peut les qualifier comme ça. S'il y avait des politiques peut-être sur lesquelles influer, c'est au niveau de la publicité aussi. Une remarque sur le chat, justement, attention à l'incitation qui peut provoquer du gaspillage et de la malbouffe, comme on dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Je voudrais qu'on termine sur le numérique et le digital qu'on avait abordé. Une question, que pense la FNSEA, je dirais aussi, pourquoi pas le CDE, sur l'éthique d'utilisation des données numériques qui sont de plus en plus présentes dans l'agriculture, et même quand on réfléchit, nous, sur le cyber-numérique, il y a aussi, on parle beaucoup de la santé, etc., mais aussi il y a même des attaques qui peuvent se faire. Alors, l'appartenance de la donnée, la protection de la donnée, mais aussi la protection aussi vis-à-vis de certaines attaques qui peuvent, on peut imaginer tout ce qu'on veut au niveau agricole, finalement, au niveau agricole, au niveau de la production aussi du produit fini derrière tout ça. Donc, en termes d'éthique, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on pense là, enfin, qu'est-ce que vous en pensez, jusqu'où il faut aller, et est-ce qu'on doit imaginer aussi une action européenne, ou est-ce qu'on doit faire confiance à tout le monde, ou voilà, est-ce que c'est important pour vous? La donnée elle peut appartenir à plusieurs personnes. Ouais. Mais il faudrait déjà que les agriculteurs s'en emparent. Quand on a sur son tracteur, sur sa moissonneuse, un capteur de rendement qui immédiatement dit ce que fait la parcelle, je pense que le constructeur de la machine qui a équipé ce tracteur ou cette moissonneuse est capable de globaliser ces éléments et de savoir tout de suite si la récolte sera en hausse ou en baisse. Il est capable plus vite que l'agriculteur de compulser tous ces résultats, et on a déjà abandonné une partie des choses. On a vraiment envie d'essayer de le récupérer et de l'avoir, mais on l'a bien souvent abandonné. Et vous comme moi, quand on est sur notre portable et qu'on accepte très vite les conditions d'utilisation de telle ou telle chose, parce qu'on n'a pas envie de lire les 3 pages de recommandations, on abandonne bien souvent nos droits. Donc, on a à la FNSEA un groupe qui travaille là-dessus, et avec un certain nombre d'organisations, on a fait un label de logiciels qui respectent ces droits à la donnée. D'accord, on pourrait imaginer un cloud agricole, pourquoi pas, enfin, spécialisé là-dedans, pourquoi pas. Céline, une réaction là-dessus? Pas directement. Je sais qu'à l'OCDE, j'ai des collègues qui travaillent sur le code des tracteurs. Donc, c'est un ensemble de critères de qualité et de sécurité sur les tracteurs. Et je crois savoir qu'ils travaillent sur ces questions numériques, mais je n'ai pas exploré le sujet. Donc, je ne pourrais pas vous aider. D'accord. Enfin, en tout cas, dans les territoires aussi, il y a des actions qui sont faites contre le vol de GPS d'une certaine marque de tracteur que je ne citerai pas. Mais voilà. Voilà, on est arrivé. Merci, on pourrait continuer encore longtemps. Merci beaucoup. Ça a ouvert aussi un certain nombre de pistes. J'espère que ça pourra apporter des éléments de réflexion. Et si j'avais quand même une petite question à la fin aussi. Arnaud a dit il faut lever les barrières. On pense dans l'industrie notamment au Buy European Act. Alors, Buy European Act, ça ne veut pas forcément dire fermer les frontières, ça veut dire, enfin, comme on l'entend, nous, c'est
c'est un Buy European raisonné, pour revenir sur l'agriculture raisonnée, c'est-à-dire qu'on se pose la question plusieurs fois de suite, finalement, sans forcément fermer les frontières. Avant d'acheter à l'extérieur, est-ce qu'on l'a chez soi, est-ce qu'on l'a chez les partenaires, chez les voisins. Voilà, donc pourquoi pas un Buy Agricole European Act finalement raisonné. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis derrière tout ça, l'exportation en disant les surplus, est-ce qu'on ne peut pas les exporter quand on regarde comment procèdent les Chinois aussi, et notamment sur nos terres agricoles. Alors, Buy European Act, why not? Pourquoi pas, bien sûr. Et les surplus, on aura toujours des surplus dans certaines productions et on aura toujours des manques dans d'autres. Il y a une grande volonté française et un peu européenne de redevenir plus autonome, plus autosuffisant en termes de protéines. Il y a des territoires pour lequel ça va mieux qu'à d'autres. Hein, voilà. C'est plus facile à produire dans les Amériques que dans l'Union européenne. Et chez nous, quelquefois, ça nécessite d'avoir de l'eau. Et quand on parlait de gaspillage, quand on n'a pas la ressource en eau au bon moment pour produire, c'est aussi du gaspillage alimentaire. Voilà, donc je reboucle avec la question question, le gaspillage alimentaire, ça commence aussi chez nous quand on n'a pas le bon produit pour protéger ou pour nourrir sa plante ou ses animaux. Céline? Bah, moi, je dirais, attention, l'Europe produit plus de 10% de la production alimentaire en valeur. C'est un grand exportateur, c'est un grand importateur. Donc, il semble compliqué de s'appliquer à une sorte de double normalisation, enfin, un double standard. On pourrait à la fois acheter européen en Europe et exporter ailleurs. Il faut faire très attention à tout ce qui touche aux instruments commerciaux et plutôt chercher à développer le secteur agricole qui est compétitif, qui est capable d'être compétitif et plutôt que de chercher à utiliser des barrières commerciales. Oui, mais je veux dire, ces barrières-là, encore une fois, je fais le décloisonnement avec d'autres domaines, ça permet de se reposer les questions du European by design aussi. Donc, qu'est-ce qu'on sait faire entre nous plutôt que chacun chez soi. Et puis, ah oui, c'est vrai qu'il y a un truc européen qui nous impose des choses parfois. Voilà, c'est d'être plus intelligent entre nous, peut-être dans l'économie industrielle aussi, on parle aussi de segmentation. Tiens, est-ce que certaines productions, même s'il y a des éléments communs, on pourrait les attribuer ou les reconnaître en confiance à certains dans une notion de solidarité finalement européenne. Et puis après, on exporte, bien sûr, mais déjà, je veux dire, là, c'est pour ça que se mettre des barrières qui ne sont pas forcément des vraies barrières, mais des barrières de réflexion en disant, ah tiens, finalement, est-ce qu'on pourrait faire mieux peut-être ensemble avant d'aller partager. Là, je ferai l'écho avec ce qu'a dit Arnold tout à l'heure. Il y a certains secteurs, certains produits qui sont sans doute plus problématiques que d'autres. Et la France a identifié les protéines animales. Mais quand vous regardez les chiffres globaux, en Europe, il n'y a que 18% des calories consommées qui sont importées. Donc, mais il y a certains Ah, mais je n'ai produits pas ou secteurs dit qui qu'il ne peuvent fallait pas être. le faire, mais au moins se poser la question à chaque fois. Finalement, c'est évident qu'il faut faire des échanges commerciaux comme l'Europe le fait avec le Canada, etc., avec le Japon ailleurs, mais en se posant, sachant poser les bonnes questions voilà, au départ. En tout cas, merci beaucoup. Oui, il n'y avait pas d'autres questions. Merci beaucoup pour ces échanges. J'espère qu'on pourra les développer aussi une prochaine fois, peut-être sur un autre thème. Merci à tous d'être restés encore à cette heure-ci. Et puis donc, les planches vous seront envoyées aussi, ainsi que l'enregistrement. Voilà, merci encore pour ces échanges très riches. Et puis, et je vous dis donc à très bientôt. Merci. Merci beaucoup, François. Bravo. Merci, merci.
Il n'y a pas de possibilité de questions, hein, c'est ça? C'était juste un…